les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Un bouche à oreille laurentien, histoire de la caravane littéraire lue et relue. Une épouse affligée, un palomino et un voleur, ou l'air pur des Laurentides, par Cynthia Lissa Dubé et la population d'Ivry-sur-le-Lac, lu par Cynthia Lissa Dubé. D'où s'envolent des rubans de route fragiles. Gaston Miron. Le cheval à la robe dorée et à la crinière blanche semble connaître le chemin. Jacob se laisse porter, quelque peu rassuré. Le commerçant, habitué à la ville, est peu enclin à monter un tel animal. Son cousin Henri Kaufmann lui a montré les rudiments de base et, d'un coup tendre et ferme sur la croupe, a invité l'animal et son cavalier à partir explorer les bois d'Ivry-sur-le-Lac. Henri n'est pas peu fier d'être le premier de la province du Québec à avoir ramené ses chevaux d'Abilène au Texas. Pour son cousin, il n'a pas exigé le tarif habituel de 1 $ pour la journée. Il observe l'homme et l'animal un moment pour s'assurer qu'ils s'accordent, avant de retourner à son hôtel, le Palomino Lodge, ainsi nommé en l'honneur du cheval. L'établissement compte 36 chambres et peut accueillir 125 personnes. Henri avait d'abord prévu faire un coup d'argent en le revendant, mais la grande crise a changé ses plans et il a tout simplement géré l'hôtel. Aujourd'hui semi-retraité, à l'aube des années 1940, il voit quand même à la préparation des lieux pour recevoir convenablement Sam Steinberg et sa famille, attendus au cours des prochains jours. L'homme d'affaires derrière la chaîne d'épicerie Steinberg, que l'on surnomme Mr. Sam, est un ami de la famille. Les planchers de bois sont astiqués, et il faut toutefois changer les draps d'hôpitaux. Henri se targue d'offrir à la clientèle des matelas de première qualité, des couvertures de la Compagnie de la baie d'Hudson et des tapis faits main de la Nouvelle-Écosse dans chacune des chambres. Nul besoin de verrouiller les portes de l'hôtel, ni même des voitures. Tous sont bienvenus, de nuit comme de jour. Les conditions sont parfaites pour la randonnée. Une légère brise, un ciel dégagé, une vue sur le lac Manitou. Jacob se félicite d'avoir amené son épouse Anne au sanatorium Mount Sinai. Il constate à quel point l'air pur des Laurentides contraste avec celui de Montréal. Avec la crise, il s'avérait plus difficile de gagner sa vie. La maladie s'était abattue sournoisement sur sa femme et avait ajouté au malheur. Anne avait d'abord développé une mauvaise toux. Il n'en avait pas fait de cas au début, mais la toux persistait. On a conseillé à sa femme de boire des potions rouges à base de sang de bœuf. Sa santé ne s'améliorait pas. Elle a essayé des sirops à base d'urine. La fièvre perdurait et Anne perdait du poids jusqu'à ne plus avoir que la peau sur les os. Lorsqu'on lui a proposé une gelée concoctée avec de la corne de chevreuil et que son état n'a montré aucun signe d'amélioration, Jacob a enfin suivi les conseils de Dr. Cohen et décrété qu'ils partaient tous les deux à la montagne, laissant les enfants chez la belle-sœur.
Il savait qu'il serait bien accueilli au Palomino Lodge et qu'il n'y verrait pas de ces infâmes écriteaux interdisant l'accès aux Juifs. Il a composé le numéro Sainte-Agathe 241 pour annoncer sa venue à son cousin. Ils ont pris le train pour éviter les soubresauts de la route 11, bien qu'elle soit aujourd'hui macadamisée, c'est-à-dire recouverte de gravier depuis une dizaine d'années maintenant. Monsieur Ernest Cloutier, le chauffeur de taxi, se montre affable. Il les conduit de la gare de Sainte-Agathe jusqu'au sanatorium, situé à Préfontaine. D'origine roumaine comme son cousin Henri, Jacob se débrouille très bien en français. Monsieur Cloutier ne tarit pas d'éloges à propos d'Henri, qui se fait un point d'honneur d'encourager les commerçants et les professionnels de la région de Sainte-Agathe. Assis derrière son volant, l'homme trapu de 50 ans annonce fièrement qu'il est le meilleur sonneur de cloche au monde, ou, à tout le moins, de la province. Il n'y a pas plus ponctuel que lui. Son rire teinte la bonne humeur. En 1907, tout jeune homme, j'ai sonné les cloches durant 8 heures pendant le grand feu de Sainte-Agathe. Son regard s'assombrit à l'évocation de ces tristes souvenirs. On a eu peur de perdre notre église toute neuve. Tout d'un coup, comme s'il se rappelait la présence de ses passagers, il s'exclame « Vous savez pourquoi nous avons l'air le plus pur du Canada ? Parce que nous sommes à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. » La montée qui mène au sanatorium réserve toute une surprise au couple. L'architecture de style art déco de l'immeuble détonne parmi les sapins du Nord. Tandis que la plupart des sanatoriums de la région sont dotés de longues vérandas où les malades profitent du grand air. Ici, les architectes ont orné la façade d'ouvertures généreuses en forme d'arche. 2 menorahs au-dessus de l'entrée principale accueillent les visiteurs et une grande étoile de David décore le hall d'entrée. Le bâtiment de 4 étages peut accueillir 107 patients. Dans la chambre, Jacob serre les mains de son épouse et lui caresse la joue, n'osant pas l'embrasser de peur de briser son frêle squelette. Anne lui sourit pour le rassurer. Elle lui dit que tout ira bien. Elle se sent en confiance. Il regarde longtemps son visage amaigri, auréolé d'une épaisse chevelure noire, avant de finalement quitter la chambre et s'en retourner en direction de la voiture. Monsieur Cloutier conduit ensuite Jacob au Palomino Lodge. Pour changer les idées de l'époux inquiet, il lui raconte la rumeur qu'il aime bien servir aux touristes. Il semblerait qu'un riche propriétaire aurait englouti une voiture de luxe remplie d'argent dans le lac Manitou, avant que n'éclate la grande crise et qu'il perde toute sa fortune. Cette voiture se trouverait quelque part dans la portion sud du lac en forme de H. L'histoire ne dit pas si le propriétaire est retourné chercher son trésor, s'il est encore dans la région, voire décédé. Personne n'a jamais retrouvé l'épave. Monsieur Cloutier lève les sourcils et sourit à pleines dents, pas peu fier de l'effet que produit immanquablement son anecdote. Alors que Jacob se promène à cheval, il se rappelle cette histoire en observant le plan d'eau. Il faudrait le survoler à vol d'oiseau pour réellement apprécier l'étendue du lac Manitou, échancré de plusieurs baies.
Son cheval, devenu soudainement nerveux, piétine, se cabre, refuse d'avancer. Jacob chancelle. Manquant de fermeté et d'assurance pour maîtriser la bête, il perd l'équilibre et tombe de sa monture. Alors qu'il essuie ses vêtements et se relève, un cavalier le frôle à grande vitesse. Il n'a le temps que de percevoir des yeux sombres sous un chapeau brun, ou peut-être noir. Portait-il une moustache? Chose certaine, l'individu semble en colère. Jacob comprend maintenant pourquoi sa monture s'est montrée nerveuse, sentant le deuxième animal s'approcher. Il se donne contenance et approche le palomino en tentant de le rassurer. Il saisit la bride et décide de retourner à l'hôtel à pied. Il préfère se calmer en marchant plutôt que de s'efforcer de remonter à cheval. À l'hôtel, il est accueilli par un jeune employé, Robert, mince, affublé de lunettes, qui profite des travaux d'écurie pour s'accorder des moments de solitude. Avec tact, il ne relève pas le fait que Jacob soit revenu à pied, peinant à suivre son cheval. Il adopte plutôt un ton badin et un sourire malicieux. « Avez-vous rencontré M. Ritchkoff? Il faut faire attention à lui. Il n'a aucune jasette. On le surnomme le bizarre sympathique du village. On se moque de ses ambitions de devenir premier ministre. On dit qu'il mange des enfants et qu'il est sûr de ne jamais se faire prendre, que c'est lui le bonhomme 7 heures. » Robert attrape la bride et serre un clin d'œil à Jacob en guise d'au revoir. Jacob songe que le surnom sied bien à l'individu louche, responsable de sa chute. Mais comment savoir s'il s'agit bien de lui? Jacob revoit le jeune Robert dans la soirée, quand celui-ci vient lui servir la hallah, précisant avec fierté que le pain du Shabbat provient de la boulangerie de Sam Weiner, de la région. Jacob apprend que le but du garçon est de découvrir des vérités mathématiques. Il se passionne pour ce qu'il appelle des objets impossibles et a été fasciné par la gravure de William Hogarth, intitulée « Satire de la perspective », où l'artiste se joue de nos perceptions. Il s'enflamme, ayant enfin trouvé quelqu'un avec qui parler de sa passion scientifique. Il finit même par se confier et dire que les employés du Palomino Lodge sont considérés comme faisant partie de la famille. Jacob éprouve d'autant plus de sympathie pour son cousin qui a su créer une telle ambiance de travail. Lorsqu'il visite Anne, Jacob lui donne à signer une carte postale destinée aux enfants. Il s'ennuie d'eux, mais sait qu'ils sont entre bonnes mains. Anne se moque gentiment de lui et lui dit qu'il s'en fait trop, qu'elle ira mieux bientôt. Mais Jacob a vu trop de personnes succomber à la tuberculose pour être complètement rassuré, même s'il constate qu'elle reçoit d'excellents soins. Son cousin Henri lui a prêté sa voiture et il passe par le bureau de poste situé dans le magasin général de M. Whelan. Il s'est promis d'aller à la pêche tôt le lendemain matin. On lui a dit qu'il pourrait bien en rapporter de l'achigan à petite bouche, de la perche ou du crapet. Ce sera nouveau pour lui. En fait, il espère plus profiter de la quiétude du lac que de rapporter du poisson. Il attend aussi avec une certaine excitation les régates de la semaine suivante au centre communautaire du lac Manitou. Question de se changer les idées. Le lendemain, après quelques heures à pêcher et à apprécier la lumière tamisée sur le lac, Jacob est plutôt fier de ramener de bonnes prises dans son panier. Il demandera à Robert de lui préciser quelles espèces il a réussi à attraper. Alors qu'il tire sa barque sur la plage,
il entend des pas traînant dans l'eau. Il se retourne et croit reconnaître l'individu louche des jours précédents. Celui-ci ne porte plus son chapeau. Il est trempé de pied en cap et traîne un lourd sac sur ses épaules. Surpris de voir Jacob, il met un doigt sur sa bouche, lui intimant de rester silencieux, sinon... Il passe la main sur son cou pour indiquer qu'il lui tranchera la gorge s'il s'avise de parler. Jacob comprend que l'individu est coupable d'un quelconque délit. Aurait-il réussi à trouver l'argent dans la voiture de luxe? Serait-ce le fameux bizarre sympathique qui n'a pas de jasette? Parle-t-il français ou anglais? Aurait-il dérobé des biens de valeur chez son cousin Henri? Jacob préfère imaginer que non. Il n'a pas l'étoffe d'un héros. Il se dit qu'il n'en a rien à faire, qu'il a trop de soucis avec les enfants restés à Montréal et avec son épouse malade. Il lui fait signe de la main de s'en aller, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Un peu plus, et il le saluerait d'une chaleureuse poignée de main. Il est tout de même soulagé de le voir déguerpir. Portant son panier, Jacob s'en retourne à l'hôtel, venant même à douter de la rencontre qui vient d'avoir lieu. Il retrouve sa quiétude en marchant. Jacob s'imagine bien habiter à Ivry-sur-le-Lac, là où les premiers résidents d'origine européenne, Paul Meunier et Angélique Godon, sont venus s'établir en 1852, avant qu'une clientèle fortunée profite de ce lieu de villégiature privilégié. Parmi eux, le comte d'Ivry donnera son nom à la municipalité, surnommée le Westmount des Laurentides. En commerçant avisé, Jacob saurait servir cette clientèle aisée. Enfin, on dit bien que la crise est presque finie, que les affaires vont reprendre. Il souhaite aussi de tout cœur que l'air pur des Laurentides vienne à bout de cette satanée maladie et que son épouse Anne retrouve la santé pour voir grandir leurs enfants. Il est charmé par la tranquillité du lieu, la splendeur du paysage composé de montagnes, de vallées et de lacs. Il prend une grande respiration, empli d'espoir et de satisfaction. C'est décidé. Il en fera part à Anne dès le lendemain. Peut-être même deviendra-t-il un pêcheur adroit, voire un excellent cavalier de Palomino. D'origine algonquienne, le terme Manitou signifie esprit. Le Manitou est la figure centrale de la spiritualité pour plusieurs nations autochtones nord-américaines et il s'apparente par bien des aspects à une divinité. Accompagné d'un qualificatif positif ou négatif, le mot Manitou désigne des figures spirituelles du bien et du mal qui ne sont pas sans rappeler celles de Dieu et du diable dans les traditions judéo-chrétiennes. Au Québec, les Anishinabés et les Atikamekw parlent de Manito, les Cris de Manitou, avec 2 U, et de Minitou, les Inuits de Manitou, et les Micmacs de Manidou, les Naskapi de Minitou, avec un W à la fin. Tout ça, c'est tiré de Toponymie Québec. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.